Bonjour à tous. Hier, on apprenait qu'un député, Olivier Marleix, s'était suicidé. Vous avez vu, je vous ai mis un visuel. Il n'y aurait évidemment aucun lien entre les suicides de Éric Dénessé, suicidé le 11 juin 2025, et Olivier Marleix, suicidé donc hier, 7 juillet 2025. Mais ils ont tous les deux dénoncé la bande d'Alstom à General Electric, expliquant que l'État, Emmanuel Macron, sacrifiait les intérêts français au profit des Américains. Dans son livre, Les liquidateurs, ce pauvre monsieur a été liquidé peut-être, Olivier Marleix dénonçait la politique industrielle et économique d'Emmanuel Macron, accusé de sacrifier l'industrie française au profit d'intérêts étrangers. L'auteur donc dénonce cette élite politique et financière qui liquide les atouts stratégiques de notre pays, des bijoux technologiques comme Alstom. Il avait notamment dénoncé ce pacte de corruption autour de la Macronie dans cette gravissime affaire d'Alstom et il appelait à reconquérir la souveraineté économique et à mettre fin à ce qu'il considérait comme un démantèlement organisé de la France. Je vais lire quelques extraits de la jaquette. Donc Olivier Marleix a été l'un des premiers hommes politiques à dénoncer les mœurs d'une certaine élite au moment de la vente d'Alstom. C'est à cette occasion qu'il a rencontré celui qui deviendra l'un des plus grands des liquidateurs du pays, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. Depuis 2007, ce jeune président poursuit son projet ouvrir les portes de la France aux capitaux et gouvernance étrangers et une mondialisation déloyale. Il fait un bilan sans concession des années en marche où les intérêts privés et l'appétence pour l'argent ont définitivement supplanté l'intérêt général. Il nous dit combien il est urgent d'en finir avec le macronisme, au risque sinon de voir notre souveraineté défaite et notre pays et ses industries définitivement liquidées. Voilà. Il avait reçu en 2020 un prix éthique de l'association Anticor. Donc, je vais vous passer deux vidéos, mais je vais d'abord vous montrer quelque chose. Nous sommes sur la page Facebook d'Olivier Marleix. Donc c'est quelqu'un qui était très intéressé par ce qui se passait au niveau local dans son territoire. Et hier, à 10h07, et il nous écrit un territoire où l'on s'investit, c'est le fil rouge des événements de cette fin de semaine, et il explique tout ce qui se passe dans sa circonscription, on peut dire, et l'ouverture d'un hôtel, mise en place d'un nouveau laboratoire, d'une usine de fabrication de médicaments, etc., etc., etc. Voilà. Hein, donc, très, très content. Et donc, ce monsieur, à 10h07, il publie ça, ravi de ce qui se passe, et quelques heures après, il se serait pendu. Je rappelle le titre du livre de 2020, c'était « Les liquidateurs », ça exprimait bien ce que ça voulait dire. Je vais vous mettre deux vidéos très courtes, 1 minute et quelques, quand il explique l'affaire Alstom. Il faut savoir que Alstom, ce n'était pas seulement les turbines, c'était les centrales nucléaires, mais aussi le nucléaire qui vont dans nos sous-marins nucléaires et le porte-avions Charles de Gaulle. Et dans Alstom aussi, il y a les fameux câbles souterrains où passe tout le flux des communications téléphoniques, etc., etc. Et je crois que c'était 80% du trafic mondial passait dans des câbles Alcatel et Alcatel-Alstom. Et je crois que Macron l'a revendu à Nokia, il me semble. Voilà. Et puis, vous allez voir, la dernière vidéo, c'est à l'Assemblée nationale, il y a 3-4 jours. Où il présentait son projet de loi par rapport aux délinquants étrangers sans papier, etc. Mais bon, vraiment les délinquants. Voilà. Le mec, il y a 3-4 jours, il défend son projet. Il a un nouveau livre qui va sortir en septembre. Il est content de ce qui se passe dans sa circonscription. Je ne dis rien. Après, faites vos commentaires. Merci, à très bientôt. Au revoir.
Alstom Power, qui a été vendu par Emmanuel Macron, c'était notre autonomie dans le secteur du nucléaire. C'est les réacteurs de nos centrales nucléaires. On était un des 5 pays capables au monde de vendre des centrales nucléaires clés en main. On a perdu cette capacité. Donc on a effectivement un moment de grand renoncement de mon point de vue, mais aussi grande euphorie en réalité créée par ces méga fusions, parce que dans le seul cas d'Alstom, j'ai eu l'occasion de creuser le sujet. Alstom a généré environ 600 millions d'honoraires payés sur la place de Paris en cabinet de conseil, cabinet d'avocats, banque d'affaires, boîte de com, 600 millions d'euros. Vous vous rendez compte, on n'a pas un projet industriel dans notre pays pour 600 millions d'euros, ça n'existe quasiment plus. Là, on a payé 600 millions d'euros d'ingénierie financière de services de conseil. Et donc, vous n'avez pas eu qu'Alstom, vous avez eu Alcatel, vous avez eu Technip, vous avez eu Lafarge. Ça a été les grandes années du ruissellement, et je pense que c'est pas pour rien dans l'espèce d'enthousiasme ou d'euphorie autour du Mozart de la finance, entre guillemets, évidemment. Je voudrais quand même répondre à M. Bernalicis et M. Léaumont, finalement sans grande surprise, que je crois qu'on a une véritable différence idéologique sur ce sujet-là. Vous voulez absolument, à tout prix, que les étrangers aient en France autant de droits que les Français. Eh bien non, et je vous rappelle que ça ne heurte pas nos principes constitutionnels que de soutenir la thèse contraire, puisque le Conseil constitutionnel, dans une QPC du 23 mai 2025, a rappelé qu'aucun principe, non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle, n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès au séjour sur le territoire national. Donc oui, Monsieur Léaumont, oui, Monsieur Bernalicis, il y a une différence entre les droits absolus d'un citoyen français sur le territoire de la République et les droits relatifs que le législateur a le droit d'encadrer pour des raisons de sécurité, d'ordre public, de protection de la sécurité des Français, sans porter atteinte à quelques principes constitutionnels que ce soit, contrairement à ce que vous affirmez. Merci. Je voudrais d'abord répondre personnellement à Mme Torigna que rien, absolument rien ne l'autorise à dire que ces mesures sont xénophobes et que cet amendement que j'ai personnellement introduit est xénophobe. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas xénophobe, Madame Torigna? C'est parce qu'il ne vise pas tous les étrangers. Évidemment, ce serait absurde et ce serait scandaleux. Vous auriez raison dans ce cas-là. Il vise des étrangers dangereux. Des étrangers dangereux. Et ça, vous êtes incapable. Vous faites en permanence cet amalgame entre le fait que les étrangers dangereux qui sont l'objet de ce texte et l'ensemble des étrangers. Ça, c'est très irrespectueux pour nos concitoyens étrangers sur le sol français. Je crois qu'ils ne sont pas tous à mettre dans le même sac, comme vous semblez le faire à longueur de débat sur ce texte. Vous avez évoqué aussi le fait qu'il s'agissait de personnes vulnérables. Visiblement, vous n'avez pas lu le texte, Madame Torigna. Vous n'avez pas lu le texte, on ne parle pas de personnes vulnérables, on parle de gens qui ont été condamnés à une peine d'interdiction du territoire français, ce ne sont pas des petits anges, on parle de gens qui ont été condamnés pour du trafic de drogue, pour du proxénétisme, pour du viol, pour des agressions sexuelles. Reprenez la liste des 14 séries d'infractions qui justifient que les gens seront dans le régime que nous évoquons. Le régime des 210 jours, il s'appliquera à des gens effectivement dangereux, il ne s'applique pas à des petits anges, Madame Torigna.